Ladies and not ladies. Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici aujourd'hui. Est-ce qu'on voit? Non? Personne ne voit ce que je partage là, c'est ça? C'est bon? Ok. Bonjour. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler de la théorie sociale de Bourdieu et l'application de cette théorie à la tech. Du coup, question rapide. Qui ici a déjà entendu parler de la théorie sociale de Bourdieu? Ok, ouais, bienvenue, c'est cool, c'est cool. Qui ici a compris la théorie sociale de Bourdieu? Ok, cool, hein, cool, merci. Euh, donc l'idée entière, c'est essayer d'entrer de manière très vulgarisée dans la théorie sociale de Bourdieu et l'appliquer un peu à la tech. Ça va parler de sociologie. Donc j'ai quelques disclaimers à vous mettre dès le départ dans ce talk, très important. Disclaimer numéro 1. Je ne suis pas sociologue. Je suis un geek. C'est important. C'est-à-dire que si vous êtes sociologue, il y a un moment où je dis des choses qui sont trop approximatives, levez la main et on va se fighter, on va faire un rap battle, un truc cool. Deuxième disclaimer assez important. All models are wrong, some are useful. Donc, il y a tout modèle est erroné, par définition. Ouais. Une carte de la France, de la taille de la France, est utile à personne. À partir du moment où vous avez accepté de modéliser quelque chose, vous acceptez une marge d'erreur. Ouais. Donc, ce que je veux dire là sera approximatif. Faites le deuil de ça. Troisième disclaimer très important, peut-être le disclaimer le plus important. Je vais vous décrire pendant 1 heure plusieurs problèmes et comment identifier ces problèmes. Et plus le temps va avancer, plus vous allez commencer à vous dire « Ouais, on est proche de la fin, on ne voit aucune solution. » Il n'y a pas. Ce talk ne contient aucune solution. Et j'explique à la fin du talk pourquoi. Ouais. Mais faites le deuil de ça aussi là tout de suite. Parce que, spoiler alert. Spoiler alert. I bring no solutions. Welcome to philosophy. Et, ok, non, Bourdieu est un sociologue. Bon, c'était une blague. Dernier disclaimer très important avant que je commence ce talk. There will be typos. Il y a 0 chance que je ne fasse pas d'erreur d'écriture en écrivant en temps réel avec vous ici. Faites-vous l'idée. Donc, j'ai tweeté, je suis sur Twitter en tant que Malzamef, et j'ai tweeté le lien vers le Miro. Vous pouvez en temps réel aller au Miro et, c'est possible, éditer le Miro et faites ce que vous voulez avec. En général, les gens font tout marrant avec, donc faites. Donc, je m'appelle Roméo et je travaille dans une petite boîte qui s'appelle The Boston Consulting Group, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Et j'ai fait du coaching et des trucs comme ça. Enfin, je fais ce que je fais là aujourd'hui avec des clients. Make sense? Et la théorie sociale de Bourdieu. Donc, la théorie sociale de Bourdieu est composée d'une infinité de traits qu'on compose ensemble. C'est comme un énorme plat de spaghettis, méga complexe, qu'on compose ensemble. Et je vais aujourd'hui juste parler genre de 3 fils de spaghettis. Ouais. Et ça va prendre déjà l'heure. Et ces 3 fils de spaghettis, entre eux déjà, ils s'entremêlent pour créer quelque chose. Et ce n'est que 3 fils de spaghettis parmi une infinité. OK? Donc aujourd'hui, on va parler de violence symbolique. On va parler de capital culturel, cultural capital et social capital. On va parler, très important, de Exis. Et on va faire un petit aparté de
et la tech dans tout cela. OK? C'est le menu. On y va? Donc, la violence symbolique, c'est une violence que vous faites à vous-même. Donc, l'idée entière, c'est que chaque civilisation est programmée pour avoir un idéal, une icône de pouvoir, une icône de genre de personnes qui méritent d'être en haut. Voilà. Vous voyez l'icône? Non? Il y a une certaine couleur de peau. Oups. Et il y a une certaine gabarit physique, un certain gendre. Et un certain genre, sexe, il y a une certaine orientation sexuelle, il y a une certaine locution, certaine classe sociale. À partir d'une infinité de petits traits, on dessine dans notre tête globale, c'est quoi quelqu'un qui mérite d'avoir du pouvoir. Ouais. Il y a une idée de certains accessoires, tu vois. Certains accessoires qui pourraient aider à être plus proche de l'icône, et certains accessoires qui n'aident pas à être plus proche de l'icône. On a une infinité de traits qui dessinent cette icône. Il est engrainé, il n'est pas inné, il est martelé dans vos têtes, dans nos têtes, dès la plus petite enfance, sur plusieurs générations. Ouais. Et c'est là où on va avoir un dernier disclaimer. Je promets, dernier disclaimer. C'est le disclaimer le plus dur d'ailleurs. La socio n'est pas la psycho. Ce que je suis en train de décrire là ne sont pas. On pourrait regarder tout ça par le prisme de biais psychologiques et des biais tout court. Ouais. Et je suis en train de vous expliquer quelque chose qui est beaucoup plus statistique. Ouais. Beaucoup plus, un grand nombre de personnes vont avoir ensemble ce genre de comportement. Et c'est deux prismes très différents pour regarder tout ce que je suis en train de dire. Et faites l'effort dans votre tête tout le long de ce talk de tirer vers statistique, statistique, statistique. Il y a un petit morceau de vous, tout petit morceau de vous à l'intérieur de vous qui va vous dire « Non, mais il y a des exceptions à ça. » Oui, il y a des exceptions à ça. Ça ne change rien. Rien. Ça ne change rien. Vous êtes peut-être une exception à ça. Ça ne change rien. Il suffit d'avoir assez de personnes qui suivent le moule pour que le moule fonctionne. Ouais. D'ailleurs, l'exception confirme la règle. L'existence d'exceptions peut même être utilisée pour pointer le doigt et dire ah, « Regarde, il y a des exceptions. » Ouais. Donc, je suis en train de décrire quelque chose qui est vrai d'un point de vue statistique, de longue échelle. C'est difficile, vous allez voir, c'est difficile. Dans le moment, vous allez voir ça du point de vue psychologique. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, violence symbolique. L'idée entière, c'est que vous avez une icône de pouvoir. Cette personne qui, dans notre société, est vue comme étant la personne dominante. Ouais. Et plus proche on est de cette icône de pouvoir, par plein de biais différents, plus on mérite de pouvoir dans la tête des gens. Plus loin on a de l'icône de pouvoir, moins on mérite de pouvoir dans la tête des gens. Ouais. Jusque-là, ça va? Facile? Easy? OK. L'icône de pouvoir fluctue. C'est-à-dire que ce qui est vu comme étant dans l'icône de pouvoir, dans une société, évolue au fur et à mesure du temps. Il y a des petits changements. Fut une époque, il y a quelques siècles, être obèse était très proche de l'icône de pouvoir. Pourquoi? Parce que le travail manuel te rendait plutôt à bon gabarit, et si tu étais capable d'être chez toi à rien foutre, c'était plutôt riche. En général, les riches, du coup, étaient plutôt grassouillés, en fait. Être capable de montrer de son embonpoint était noble. Enfin, excuse-moi, je n'aurais pas dû utiliser ce nom. Et du coup, cette vision a changé. La malbouffe rend n'importe quelle personne pauvre très, très obèse aujourd'hui, n'est-ce pas? Et du coup, être gras sort de l'icône de pouvoir dans notre époque. Au contraire,
avoir la capacité d'aller à la gym est quelque chose de riche. Et de quoi est perçu comme étant plus proche de l'icône de pouvoir. L'icône de pouvoir change, il est évolutif. Ouais? Chaque société, chaque époque va avoir le sien. OK? Jusqu'à là, ça va? OK. La violence symbolique et la violence qu'on fait à nous-mêmes. Ouais? Ça, c'est la partie difficile. On est tous programmés à, face à quelqu'un, on a un algorithme dans notre tête qui mesure, en regardant quelqu'un, cette personne est un peu plus que moi, proche de l'icône de pouvoir, un peu moins que moi, proche de l'icône de pouvoir. C'est acquis, mais programmé depuis le plus jeune âge, après plusieurs générations. Ouais? Et du coup, on est programmé pour voir ça, et quand on le voit, on finit pour se dire, OK, cette personne-là, elle a plus que moi. Parce qu'elle a plus que moi, je vais l'obéir un peu plus. C'est pas je vais l'obéir complètement, vous n'êtes pas complètement soumis. Mais un peu plus, d'un iota. Juste, il y a un morceau de vous qui regarde ces paroles comme étant un peu plus justes, un peu mieux. Vous avez déjà joué au jeu de rôle? Il y a un bonus au dé. Ouais? C'est pas qu'elle gagne tous les jets de dés. Il y a un bonus. Mais un bonus au dé sur des milliards de personnes tout le temps, ben ça s'accumule beaucoup. Et du coup, on est programmé à voir l'autre comme étant un peu mieux que nous. Ces visions de l'autre comme étant un peu plus justes que la nôtre. Ouais? Ça, ladies and not ladies, ça, c'est de la violence symbolique. C'est la violence que vous faites sur vous-même. La personne, elle, n'a rien demandé. D'ailleurs, elle n'a pas besoin de demander. C'est ça qui est cool. C'est un système bien fait. Hein? Elle n'a pas besoin de demander. La personne qui bénéficie de l'oppression, elle reçoit le pouvoir. Et elle n'a pas besoin de vous oppresser pour recevoir le pouvoir. C'est gagnant-gagnant pour elle. Ouais. et d'ailleurs, non seulement elle n'a pas besoin de vous oppresser, elle n'a pas besoin d'effectuer vos pressions, vous flagellez vous-même. Ouais. Vous regardez la personne, vous vous diminuez, vous flagellez vous-même. Vous êtes donc à souffrir l'oppression, à souffrir d'être l'agent de cette oppression, d'être la personne qui l'effectue, à souffrir du coup l'invisibilisation de cette oppression, parce que la personne elle peut aussi ne pas voir l'oppression. C'est sympa. Vous, de votre côté, vous la voyez. Du coup, vous êtes à souffrir l'oppression, à être l'acteur de l'oppression, l'invisibilisation de l'oppression, et aussi d'être douté au moment où vous allez parler de cette oppression. Yay! On va écrire ça, on va écrire ça. Donc, de la violence symbolique, on va parler de souffrir l'oppression, souffrir d'être le enforcer de cette oppression, souffrir de ne pas être vu. Souffrir d'être douté. C'est beau? Non? C'est un système qui se maintient bien. C'est bien l'idée. Donc, bien sûr, la violence symbolique, on la porte à un certain niveau. Dress for success. N'est-ce pas? À un certain niveau, vous pouvez vous apporter un peu de violence symbolique. Une certaine coupe de cheveux, une certaine manière d'apprendre à parler, à une certaine manière de s'habiller. Le contraire de ça, par exemple. Et si vous donnez assez de ces traits comme ça, si vous achetez assez de ces traits, vous vous donnez un peu de ça, jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, l'argent achète de la violence symbolique. Ouais. Problème, bling. Vous voyez la différence entre un président, on va dire par exemple lui, qui a fait ça, oui, il est classe quand même, non? Voilà, et malgré le fait que sur certains traits, je ne dirais pas lequel, il n'est pas au top de l'icône du pouvoir. Il arrive à se donner d'autres traits. Ouais. Jusqu'à un certain niveau, ça passe. Il y a un autre président qui a essayé
Il a acheté beaucoup de quoi se donner une ère d'icône de pouvoir. Et jusqu'à un certain niveau, ça marche, et à un autre niveau, ça ne marche plus. Pourquoi? Bling. Il a une capacité à savoir porter. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est dans comment on dit ça, un suit, un costume, et qui ne sait pas le porter, qui le porte mal, qui a mis mal dedans? Ouais. Et il y a un certain niveau d'être né dans certaines classes. On ne va pas parler de elle. Et donc, lui aussi était né, bon, vous voyez l'idée. Icône de pouvoir. Passons à autre chose. Le capital culturel. Ouais. Bourdieu va nous dire, le capital culturel, c'est comme un capital financier. On accumule de la même manière. Vous avez, est-ce qu'ici habite dans une ville qui a plusieurs musées? Ouais. Qui ici va au musée? Ok. Qui ici a déjà été dans un musée et s'est rendu compte, je ne comprends rien. Ouais. Il y avait, c'est comme tu vois, comme ce manège où il faut être aussi haut pour entrer. Et il faut avoir autant de capital culturel pour que le musée ait de sens. Ouais. Il y a un minimum. Capital culturel, c'est toute la culture que vous accumulez au fur et à mesure de votre vie, n'est-ce pas? La différence de capital financier, c'est qu'il ne se dépense pas. Vous avez juste à prouver que vous avez autant pour pouvoir passer. Mais il ne se dépense pas. Il y a un musée que j'adore, c'est mon musée favori, je vais toutes les semaines, ça s'appelle le Pompidou. Vous avez déjà été au Pompidou? Ok, là il a parlé d'un président, parce que je viens de googler 3 présidents. Oui, bien sûr. Ok, personne n'a rien vu. Et au Pompidou, il y a de l'art contemporain. Qui ici a déjà regardé de l'art contemporain et dire c'est de bullshit? Ok. Qui ici continue à dire ça? Je vais vous aider, je vais vous donner un cadeau de capital culturel. Ouais? Ok? On va? Petite parenthèse capital culturel, là, vite fait, viteuf. À l'entrée de l'étage d'exposition contemporaine de Pompidou, il y a une œuvre que j'adore. Elle s'appelle Sans titre, du coup c'est facile de googler. Elle est je vais dire triptyque blanc. Ouais. Peut-être que ça va marcher. Triptyque blanc, Pompidou, peut-être. Ouais. Baby. Donc, c'est 3 tableaux blancs. Ouais. Question. Combien de fois par jour vous croyez qu'il y a des gens qui passent devant ce tableau, regardent et disent bullshit? Ouais, beaucoup. Quelques centaines, quelques milliers peut-être. Ouais. Friends. Here's the deal. L'art contemporain essaye de détruire la dualité fausse entre objet et sujet. Ouais. Elle essaye de détruire cette séparation entre vous et l'œuvre. La personne qui est devant le triptyque en train de dire bullshit, elle fait partie de l'œuvre. Et vous qui la regardez, et que maintenant vous savez ça, vous ne savez pas ça avant, maintenant vous savez ça, vous la regardez de manière différente, vous faites partie de l'œuvre aussi. Ouais? Et maintenant, vous n'allez plus jamais pouvoir regarder ce tableau de la même manière. Ouais? Exact. Vous avez acquis du capital culturel. Ouais? Il y a un avant et après. C'est plus jamais pareil, en fait. Une fois qu'on a acquis un peu de capital culturel, ça change tout. C'est étrange, hein? C'est étrange. Ça fait de bien. Et d'ailleurs, c'est étrange, c'est que vous allez identifier immédiatement les gens dans le musée qui ont acquis ce bout de capital culturel ou pas. Ça va être évident pour vous. Ouais? C'est évident immédiatement. Vous les voyez, vous savez. Vous vous reconnaissez entre vous. Ouais? Exact. C'est un système bien fait. Le truc, c'est que dès qu'on a du capital culturel, dès que quelqu'un a plus de capital culturel que nous, on le voit, on le sent. On est avec quelqu'un qui a plus de capital culturel que nous, on le sent. Ouais? On voit une petitesse en nous-mêmes. Déjà, utilisez le mot petitesse, n'est-ce pas? Okay. On voit une petitesse en nous-mêmes. On se sent plus petit que l'autre. Ouais? Vous avez vu ça? Vous regardez quelqu'un qui a un capital culturel plus grand, vous vous dites « Ah, je suis moindre ». Même si vous êtes plus expert dans le sujet donné de conversation actuelle, vous avez tendance à croire que cette personne se connaît un peu plus. Et même si vous n'êtes pas dans ce cas-là,
quelqu'un qui vous regarde extérieur discuter, commence à se dire ça. Ah non, un des deux là, il y a beaucoup plus de capital culturel. Il ne se dit pas dans ces mots-là. Mais cette personne-là a l'air de connaître vachement plus. Du coup, forcément, cette personne-là, elle connaît un peu plus. Même si dans la discussion actuelle, l'expert, c'est la personne qui a moins de capital culturel. Ouais? Ouais. Alors, si vous multipliez ça sur une population tout entière qui fait ça tout le temps, ça fait de bonus OD. Une fois que ça fait de bonus OD, ça fait de séparation, de création de rapports de pouvoir assez intéressants des gens qui ont de capital culturel. Ouais? C'est bien fait, hein, comme système. Ça se maintient bien. Ça se maintient bien. Et le truc, c'est plus facile d'être entre personnes de même capital culturel. Ça prend du temps d'expliquer des choses aux gens. Ouais? Vous sentez une petitesse dans l'autre. Ouais, 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 ça fait partie. Et du coup, capital social, c'est la même chose, vous remplacez culturel égale culture par vos relations. Ouais. Plus vous avez des relations, plus c'est facile d'avoir des relations. Plus vous avez de capital culturel, plus c'est facile d'avoir de capital culturel. Ouais. Plus vous avez des relations, plus vous pouvez ouvrir plein de portes. Moins vous avez des relations, plus c'est difficile d'avoir des relations. Ouais. Même chose, même chose, même chose. Et d'ailleurs, ça se mêle. Plus vous avez des relations, plus facile d'acquérir du capital culturel. Plus vous avez de capital culturel, plus facile ça devient d'acquérir des relations. Ouais? OK. Et une fois qu'on a tout ça, quelqu'un qui a plus de relations est vu comme étant plus compétent. Et de certaine manière, il est, elle est, n'est-ce pas? Et du coup, on a parlé de capital culturel, on a parlé d'Exis. Non, on n'a pas parlé d'Exis. OK. Exis, c'est le plus difficile. Ouais? Bear with me. Imaginez, Exis, c'est comme une aura, sauf que pas du tout. Ce n'est pas une aura. Ouais? Mais imaginez, modélisons. Ouais? Vous voyez tous ces comportements non verbaux qu'on a, toutes les manières de se porter, de se poser, etc. Ça s'appelle un corpus, par Bourdieu. Ouais, je n'ai pas inventé le nom. Bourdieu adorait mettre des noms un peu bizarres sur les trucs. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de capital culturel. Et le truc, il appelle ça un corpus. Ouais. Et parmi l'infinité de corpus, chaque personne a un corpus différent. Tous ces trucs que vous portez là, la fragrance que vous portez de tous les non-verbales que vous avez, n'est-ce pas? Vous n'avez pas contrôle sur ça. C'est beaucoup d'inconscient dans tout ça. Ouais. Il y a un corpus précis qui s'intéressait, qu'est l'exis. C'est le corpus qui dit au monde, j'appartiens. Je suis à la bonne position là où je suis. Ouais. On peut donner un exemple de quelqu'un qui avait beaucoup d'exis. Un certain président. On peut donner l'exemple de quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour ne pas avoir. C'est-à-dire que la personne avait beaucoup, et elle a fait tout un effort pour ne pas avoir de l'exis, dans un but d'être plus relatable. Ça n'a pas marché. Et le fait, ça n'a pas marché. Ça a marché dans le sens où il a réussi à ne pas avoir de l'exis. Ça n'a pas marché pour être plus relatable. Deux choses très différentes. Et l'exis est ce truc de j'appartiens. Il est juste que je sois là à ma place. Moi, quand j'avais une amie il y a quelques années, elle vient du monde social des cités, et moi, je ne viens pas. Et on est entré dans un centre commercial une fois, et elle m'a dit, que j'entrais quasiment tous les jours de ma vie, et elle a dit, attends, il faut que je montre mon sac au mec à l'entrée. Et c'est là que j'ai découvert l'existence du mec à l'entrée. Que j'ai dû croiser tous les jours. L'exis, il est insidieux parce que le 6 est à la confiance en soi, c'est que la témérité à la peur. Vous voyez la différence entre la témérité et la peur? La faux, témérité et courage. Vous voyez ce témérité et courage? Courageux mais pas de téméraire, cette phrase. Le courage est vous avez peur et vous bravez cette peur. La témérité est vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un danger quelconque. Un enfant d'1 an est très téméraire. Et foncièrement dangereux, du coup.
Et du coup, la confiance en soi, c'est se poser la question, est-ce que je mérite d'être ici? Et répondre à soi-même, oui. L'exis, c'est pourquoi vous êtes en train de vous poser cette question de mérite? La question est aliène, elle ne se pose pas. D'ailleurs, je ne conçois pas que quelqu'un puisse se la poser. Vous voyez la différence? J'étais ce genre d'animal. Et, ça ouvre beaucoup de portes. Dans une société qui privilégie beaucoup la confiance en soi, avoir de l'exis ouvre énormément de portes qui, bizarrement, on ne voit pas. Entre deux personnes qui sont en train de discuter, une des deux est en train de se douter beaucoup d'elle-même et l'autre en train de ne pas douter du tout de ce qu'elle dit, vous donnez beaucoup plus de confiance à la deuxième. Même si c'est la première qui est experte de ce sujet et qui a de bonnes raisons pour douter d'elle-même. Ouais? Ok. Donc, il faut commencer à mélanger tout ça. L'exis avec le capital culturel, avec le capital social, avec la violence symbolique. C'est juste trois traits, comme j'ai dit au départ, dans une soupe vachement plus grande avec beaucoup d'autres, une infinité d'autres. Mais si on mélange déjà ces trois-là, on commence à avoir un portrait assez intéressant. Ouais? Ok. On va attaquer ce portrait très intéressant. Dans ces portraits très intéressants, on commence à avoir un privilège gigantesque qui met une différence énorme entre les personnes et qui met une capacité d'avoir de pouvoir gigantesque pour n'importe qui possède un peu plus de ces traits qu'un autre. Ouais? Du coup, il n'y a pas de neutralité, on n'a pas de chances égales vis-à-vis de n'importe quoi, en fait. Ouais? Si vous ne détenez qu'une seule information de ce talk, vous ne retenez qu'un seul truc, retenez le suivant. La méritocratie, c'est le mandat divin des rois de notre époque. On se donne bonne conscience et on dit que on se disait à l'époque féodale que le roi méritait d'être roi puisqu'il était choisi par Dieu d'être roi. Et on essayait de garder la structure sociale autour de ça. Ouais. Bah, aujourd'hui, on a changé de système et on s'est dit que dire qu'il est choisi par Dieu n'est pas une bonne idée. Donc on a créé une illusion de mérite pour dire que la personne qui est arrivée en haut d'une échelle de domination, elle mérite d'être là parce qu'elle a bien travaillé ou quelque chose d'autre, elle a fait des efforts, etc. etc. Et ça aide à la personne qui est en haut de se justifier à soi-même et ça aide à la personne en bas de se justifier que quelque chose est juste. Le mérite est un mensonge. Un mensonge qui vous oppresse et vous esclavise. Et vous dites, non, mais je vais faire beaucoup d'efforts. Ok. Qui ici est dans le 1% le plus riche au monde? Ok, je vais répéter. Il y a un livre qui s'appelle The Haves and Have Nots. Je vous conseille. Non, pas la série. Le livre de Branko Milanovic. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. The Haves and Have Nots, c'est le livre de l'économiste, le seul économiste jusqu'à là qui, par la Banque mondiale, a fait une étude vraiment de l'inégalité au monde entier vis-à-vis de l'argent qu'on touche. Ouais. On a une étude sérieuse sur le sujet, un livre sérieux sur le sujet, et pas beaucoup d'autres. Il y a lui. Ouais. Il a calculé, 2011, donc on va dire que l'inflation a changé, mais circa 2011, pour être au 1% le plus riche au monde, on peut faire ça avec zéro capital, on peut finir tous nos mois vides avec notre compte bancaire. Il suffit d'avoir un salaire annuel brut de 34 000 $. Qui ici est dans le 1% le plus riche au monde? Bienvenue, bienvenue dans le système de caste. Donc, vous êtes né probablement dans le 1% le plus riche au monde. Vous allez mourir dans le 1% le plus riche au monde. Ouais? Global. D'ailleurs, vous avez déjà croisé des gens qui travaillent avec vous dans la tech, et que ces gens, vous avez probablement déjà croisé, pas vous bien sûr, mais des gens qui ont abandonné, qui ont décidé de juste aller par inertie avec le flow, et j'arrive le matin, j'ai fait le minimum syndical pour rester dans mon boulot, et je continue. Ils ne vont pas avoir une carrière dans la tech stratosphérique. Ces gens-là vont continuer dans le 1% le plus riche au monde. Ouais? Ok. Vous pouvez les joindre. Ouais? Vous avez l'option de les joindre. Vous n'avez peut-être pas l'envie, mais vous pouvez aujourd'hui laisser tomber et rester dans le 1% le plus riche au monde. Ouais? Bienvenue dans le système de caste.
il n'y a aucun mérite. Vous n'avez mérité rien. Vous êtes dans un système qui vous maintient en pouvoir. Et il y a des milliards de personnes qui n'arriveront jamais à être dans 1% du monde, peu importe à quel effort ils mettent. L'effort ne donne pas accès à l'ascension sociale. OK? All right. Et du coup, on a combien de temps? Oh, cool. J'ai regardé 16h50, je me dis, oh mon Dieu. Du coup, le système de caste maintient par, Bourdieu nous démontre, une quantité énorme de traits qui gardent de manière invisible le pouvoir. Entre deux personnes qui sont censées être au même niveau hiérarchique, il y a ça qui se passe. Ouais? OK? OK. Ça va? Yay? Ouais. Alors, ça, pour certains, ça peut être pas nouveau du tout, pour d'autres, comment c'est peut-être choquant, peu importe. Il y a des gens, j'ai déjà eu de ce talk des gens qui me... Peu importe. Et, du coup, une fois qu'on accepte ça, ouais, retournons un peu à la tech. Et j'ai dit ça avec amour. J'adore l'agilité, etc. Quelqu'un a déjà entendu parler de manifeste agile, tout ça, les techniques agiles? Ouais, ok, parfait. Si vous regardez le manifeste agile, on va regarder. C'était signé, créé par 17 mecs blancs d'un certain milieu social avec un rapport assez proche de Exis, capital culturel, capital social, etc. Ouais. Quelle est la probabilité qu'ils ont réussi à créer quelque chose qui prend en compte tout ce que je viens de dire dans ce talk? Ouais. En fait, vous regardez n'importe quelle méthode agile, et elle part du principe d'une égalité entre les gens assez grande, en fait. C'est assez naïf. On va parler, c'est pas moi, prenons le Scrum, par exemple. Et on va parler de daily, ouais? Un daily dans lequel il y a votre boss dans le daily. Est-ce que ça marche? Non, ok. Et si votre boss est un boss dans une hiérarchie invisible que je viens de décrire, est-ce que ça marche? Non, mais ça, on n'a pas mis quelque chose pour. Ouais? Ah, une rétrospective. Une rétrospective qui a votre boss dans la pièce, est-ce que ça marche? Voilà. Ça peut, ça doit, peut-être ça marche pas, voilà. Ouais. Et si on n'est pas complètement conscient de tous ces rapports de pouvoir-là, ça vrille. En fait, il y a Joe Freeman qui a fait La tyrannie du manque de structure, où elle décrit tout le problème de dès que j'ai créé une organisation qui est censée être plate, et qui est en fait l'hiérarchie invisible, tout ce qui en découle de problématiques de ça. Je ne vais pas vous faire le talk sur Joe Freeman parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, je parle de Bourdieu, mais lisez Joe Freeman. Et du coup, daily, même chose. XP, parlons de pair programming. Pair programming quand vous faites du pair avec votre boss. Vous faites du pair programming avec quelqu'un qui est bien plus élevé que vous dans une hiérarchie invisible de pouvoir. Ouais. Et je fais beaucoup de caricatures depuis le départ, hein, les gens. Je ne suis pas en train de dire que dès qu'il y a une femme noire avec un mec blanc dans un pair programming, ça va mal se passer. Ce n'est pas mon message. Ouais. Je tiens à dire au départ. J'ai caricature pour illustrer un truc que j'essaie de vous faire toucher. Ouais. Mais à partir du moment que vous avez quelqu'un qui a un écart, voilà, cet écart va se sentir dans les interactions. Quand on va se sentir dans les interactions, une des deux personnes va être en train de, entre guillemets, s'autoflageller. Ah ouais. Il y a peut-être parmi d'entre vous des gens qui, comme moi, ont fait le choix de naître homme blanc, cis hétéro, et bien aisés dans la vie, et des choses comme ça. Et ces personnes-là, peut-être, se disent, mais je ne vois pas le problème. Je ne vois pas le problème. Je veux dire, moi, j'ai déjà fait du pair programming avec mon chef, zéro souci. D'ailleurs, je suis d'accord avec vous. Moi aussi. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment eu de chef. J'ai des gens qui me payent, quoi. Ouais.
Et ouais, ouais. Du coup, je vais caricaturer. Quand vous êtes en pair programming avec quelqu'un qui a une hiérarchie plus grande que la vôtre, vous n'avez jamais vécu ça de votre vie. Quand vous êtes en pair programming avec quelqu'un qui a une hiérarchie plus grande que la vôtre, c'est un peu comme si un des deux était en train de s'autoflageller. Ouais? C'est pas vraiment ça, mais bear with me. C'est comme un des deux est en train de s'autoflageller. Ce n'est plus de pair, c'est de la soumission, quelque part. Et l'idée entière, c'est comment on prend soin de ça. Ouais. Et là, je vous ai dit au départ, en fait, ouais, je vous apporte aucune solution. Pourquoi? Parce que il y a un souci. Ouais. Il est là le souci. Si j'apporte des solutions, je suis dans le même problème que ces messieurs. Ouais. La personne qui bénéficie du système, qui bénéficie de l'oppression, elle a le privilège de l'ignorance. Je n'ai aucune idée, les amis. Friends. Toute idée que je puisse trouver pour vous de comment résoudre ça, elle va avoir toute la naïveté de mon privilège. C'est comme ça. On va venir avec les meilleures intentions du monde et je vais faire de la merde. Je vais juste vous apprécier un peu plus, en vous disant, mais attends, je prends soin de vous, quoi. Ouais. Donc le jeu est pipé par défaut. Si je fais ça, on est dans la merde. Ouais. Alors, je vous sens venir. Je vous sens venir. Sans venir, on va me dire un truc de genre, ah ben, du coup on demande aux gens de minorité, on va prendre un focus group de non-binaires, trans, noirs, asiates, LGBTQ, et ça va venir d'eux, la solution. Ouais? Ouais? La personne, vous êtes en train de dire, elle est condamnée à souffrir de l'oppression, à souffrir que cette oppression soit invisible, à souffrir de ne pas être vue, souffrir d'être dotée, et maintenant, par-dessus tout ça, celle de trouver la solution. Ouais? Ça marche pas. Ça marche pas. On est dans la merde. Yay. Donc, je ne sais pas comment résoudre cette équation. Ouais. J'ai une proposition. 2 propositions à vous. Ouais. Quand j'ai fait ce talk, je voulais donner un certain nombre de concepts pour que les gens puissent toucher et utiliser comme moyen de dialogue. Ouais. C'est vulgariser Bourdieu parce que je trouve qu'il a apporté un vocabulaire qui nous permet d'échanger entre nous. Il n'y a pas de solution qui puisse venir que des oppresseurs ou que des oppressés. Du coup, il va falloir y avoir un dialogue quelque part qui va avoir lieu à un moment ou à un autre. Et du coup, le talk donne un peu de quoi avoir ce dialogue. Ouais. Donc ça, c'est première suggestion naïve. Peut-être que les idées de Bourdieu peuvent nous aider à avoir ces dialogues, à avoir conscience de ce qui se passe, à discuter de ce sujet. Et sinon, il y a un deuxième mec, blanc, qui s'appelle Paulo Freire. C'est un sociologue brésilien. Il a écrit la pédagogie des opprimés, où il essaye de créer un système dans lequel on puisse avoir à un même lieu quelqu'un qui est sachant et qui est du coup avec des gens qui ne sont pas sachants, qui ont du coup un rapport de pouvoir, et qu'il essaye de créer une espèce de pédagogie un peu anarchiste qui vient des opprimés en prenant des connaissances des oppresseurs. C'est très intéressant qu'il écrit, c'est très difficile. C'est les 2 pistes que je peux vous donner un cadeau pour essayer de faire quelque chose avec, dans sa tentative de trouver une solution de ça. J'ai pas mieux. C'est un best effort, tout là. Et c'est déjà rempli de privilèges et fait par 2 mecs, voilà. Bon. Bourdieu, il était sexy, hein, mais voilà, il était aussi en blanc cis hétéro.